Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva et Mécha. Samedi 3 février 2024, merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grands titres. Le processus d'enterrer définitivement les accords d'Arusha, initié par le parti CNDD-FDD, est presque synonyme du fait de nier son propre parent. C'est du moins l'analyse de Tassien Sibomana, un politique burundais. Vous allez le suivre dans ce journal. Et puis l'association qui milite pour le respect des droits humains, la Ligue ITK, dénonce la chasse à l'homme contre les rwandophones en cours au Burundi depuis l'annonce de la fermeture des frontières avec le Rwanda. La Ligue ITK rappelle le gouvernement burundais que toute personne, qu'elle soit un étranger ou un Burundais, doit être protégée comme le recommande la Constitution du pays. Vous allez l'entendre aussi dans ce journal. Et le Mille Magazine au cœur de la société de ce samedi se penche sur le dernier rapport de Transparency International sur les indices de perception de la corruption. Le Burundi a été classé à la 162e place sur 180 pays. Vous allez l'entendre également dans ce journal. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Au bonsoir. Politique pour commencer, la volonté manifeste du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, d'enterrer définitivement l'accord d'Arusha est consécutive à la mauvaise gouvernance et l'exclusion qui anime le pouvoir en place. Réaction de Tassien Sibomana par rapport aux propos du président de la Chambre basse du Parlement et de l'Ombudsman burundais en session plénière de l'Assemblée nationale tenue ce jeudi. Ces deux hautes autorités ont signifié que l'accord d'Arusha n'a plus la raison d'être et qu'il faut l'oublier car tombé en désuète. Pour le politicien Tassien Sibomana, il est regrettable qu'il y ait des dignitaires qui ignorent la loi fondamentale du pays et son essence. On l'écoute. C'est vraiment pénible d'entendre de la bouche des autorités comme celle-là des propos pareils. D'abord, elles oublient, parce qu'il s'agit de ces autorités, elles oublient que même dans la Constitution de 2018, qui a tendance à enterrer l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, il subsiste toujours dans son préambule. Ce qui veut dire que pour une autorité comme un président de l'Assemblée nationale qui a comme l'arme de travail la constitution de son pays, il est vraiment impensable qu'elle ose dire des choses pareilles. Parce que c'est comme si elle disait que la constitution, qui est son outil de travail, n'a plus raison d'être. Pour Madame Kanyana, il est impensable qu'elle parle de la sorte parce que l'institution qu'elle représente n'est qu'une invention de l'accord d'Arusha. Ça a été quelque chose qui a été initié par les signataires de l'accord d'Arusha de par les expériences qu'ils ont tirées des autres pays. Alors pour elle, ce n'est qu'une négation d'elle-même. Pour ce qui est des raisons qui pousseraient ces autorités, tout le système CNDD-FDD à en vouloir et finalement vouloir enterrer l'accord d'Arusha, elles sont plusieurs, mais je vais les résumer en trois. D'abord, l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation voulait instaurer un système de démocratie de consensus pour que le pays soit géré de façon concertée dans le dialogue et la concertation. Et cela n'est pas possible dans le système d'exclusion. C'est pour cela qu'on avait instauré un système tel que la représentation ethnique devait être garantie, tout comme les partis futiles minoritaires devaient avoir à dire dans la gestion du pays. Cela n'est pas du tout la volonté du CNDD. C'est pourquoi l'exclusion à caractère ethnique et à caractère politique
sont devenus un mode de gouvernement. La deuxième raison, c'est que justement cet accord avait voulu bannir le retour au génocide et au coup d'État. Mais malheureusement, on dirait que ce système ne peut pas que ces crimes soient réellement bannis. Parce que si on banalise cet accord, ça veut dire qu'on banalise ces crimes à caractère international. Et pourtant, on avait même proposé des mécanismes, l'un judiciaire et l'autre non judiciaire, pour non seulement faire éclore la vérité sur ce qui s'est passé dans l'histoire de notre pays, mais aussi et surtout prévoir un mécanisme judiciaire pour réprimer ceux qui seraient coupables de pareils crimes. Malheureusement, le système CNDD-FDD est loin de satisfaire à ces desiderata du peuple parce que le volet judiciaire a été omis de façon irrémédiable et même le mécanisme non judiciaire qu'incarne la CVR est devenu un outil non pas du peuple mais du système CNDD-FDD. Enfin, vous savez que les corps de défense et de sécurité devaient être composés de façon paritaire, compte tenu des réalités sociopolitiques du pays. Mais maintenant, cette affaire n'est plus la préoccupation du système CNDD-FDD, car vous le savez très bien, le service national de renseignement, qui d'une façon est impliqué dans pas mal de crimes dans ce pays, même au niveau de l'armée et de la police, cet aspect d'équilibre ethnique n'est plus une préoccupation du système. Or, si tout cela vole à l'éclat, c'est finalement le retour qui peut être annoncé pour demain ou après-demain des génocides et même des coups d'État qu'avaient voulu bannir les signataires de l'accord d'Arusha. Bref, s'il faut m'en résumer, c'est enfin consacrer l'impunité des crimes et l'exclusion de tout genre, ce qui est dramatique pour notre pays. Et la Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, appelle le gouvernement burundais à respecter les droits de toute personne qui vit au Burundi conformément à la Constitution. Cette organisation de défense des droits humains intervient après que la décision unilatérale du gouvernement burundais de fermer des frontières avec le Rwanda ait été suivie ces derniers jours par des persécutions contre les Rwandais ou tout simplement les rwandophones. Ancher Miko Yagidze, président de la Ligue ITK, demande au gouvernement burundais de laisser tranquille les ressortissants rwandais et chercher une voie diplomatique pour régler ces différends avec le Rwanda. Après la décision du Burundi de fermer les frontières qui le lient avec le Rwanda, la Ligue ITK a été témoin des harcèlements des ressortissants rwandais, voire même des tortures. Des Rwandais ont été arrêtés arbitrairement par les administratifs à la base, d'autres torturés, ces activités économiques perturbées, et malheureusement, après des jours et des jours, ces actes ignobles continuent à voir ce qui s'est passé pour le Rwandais Justin qui se trouvait dans la province de Cibitoke. Et la Ligue ITK a saisi cette occasion d'alerter le pouvoir de Gitega d'arrêter ces actes qu'il n'aurait pas, de savoir que toute personne a droit à la circulation, qu'il y a la loi internationale qui protège toute personne, même la constitution du Burundi. Nous invitons le gouvernement de Bujumbura de voir comment gérer ce conflit sans qu'un Rwandais ou un Burundi soit victime des indifférents qui peuvent être gérés au niveau diplomatique sans qu'il y ait des conséquences sur la population. Nous invitons le gouvernement de Gitega de respecter les instruments internationaux et la constitution du Burundi et gérer ce conflit d'une façon diplomatique sans qu'il y ait des simples citoyens qui en soient victimes. Entre-temps, Justin Nwari, un commerçant de nationalité rwandaise et habitant du quartier Karurama, situé au chef-lieu de la province Cibitoke, a été relâché dans la soirée de ce vendredi après 3 jours d'incarcération. Officiellement, son arrestation est liée à une affaire d'un stand du marché de Cibitoke. Cependant, ses voisins indiquent toujours qu'il était tout simplement victime de sa nationalité. Poursuivant ce journal par la page sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 18 personnes tuées durant le mois de janvier 2024. Des provinces ont connu au moins un cas de tuerie au cours de ce mois. Parmi les victimes, 3 étaient des femmes et 2 des enfants. Danny Claire, il a trouvé, nous fait le point.
La province de Cibitoke bat le triste record. À elle seule, elle a connu 6 personnes tuées. Les provinces d'Ngodi, Bururi et Rumongue ont connu 2 personnes tuées chacune. Les provinces de Kayanza, Rutana, Gitega, Ruyigi, Bujumbura et la mairie de Bujumbura ont connu une personne tuée dans chacune. Au total, la rédaction a pu recenser 18 personnes tuées le mois de janvier et dans 10 des provinces du Burundi. 10 des victimes ont été retrouvées les cadavres gissant dans la nature dans les provinces de Cibitoke, Ngodi, Rumongue, Kayanza et Gitega. Au cours de ce mois de janvier, la majorité des personnes tuées, 7 en tout, l'ont été par des armes blanches dans les provinces de Ngodi, Cibitoke, Rutana et Ruyigi. C'est en mairie de Bujumbura où il a été utilisé un fusil pour tuer. Au cours de cette période du mois de janvier, 3 femmes ont été tuées. Parmi eux, 2 femmes l'ont été après avoir été violées. Elles étaient tous de la province Cibitoke et la 3e femme a été égorgée dans la province Ruyigi. Parmi les victimes de cette barbarie durant ce mois, il y avait 2 enfants. Ils étaient des provinces de Rumongue et de Bururi. Tous les 2 ont été retrouvés morts. Page réfugiés à présent, des réfugiés burundais du camp d'Okakuma, situé au Kenya, indiquent qu'ils risquent de mourir de faim. D'après ces réfugiés, la vie est devenue très chère au Kenya et le HCR vient de diminuer les frais de ration qui donnaient à ces réfugiés. Et ces derniers de demander au gouvernement kenyan et au HCR de leur venir en aide. Les détails avec Danny Claire, il a trouvé. Les réfugiés burundais du camp de Kakuma au Kenya indiquent que très récemment, l'OHCR avait diminué la ration pour réfugiés. Ceux qui avaient des moyens pour fuir ont pris le large. Selon les informations recueillies au Kenya, actuellement chaque réfugié reçoit 530 francs kenyans. Dernièrement, on a diminué la ration jusqu'à 3 kilos par personne. Ceux qui avaient des moyens pour quitter le camp sont partis. Avant, chaque personne recevait 750, mais ça aussi a été diminué. Pour le moment, comme on a diminué la nourriture, on a ajouté 80 francs par tête. Une personne recevait habituellement 530 francs d'ici. Ces réfugiés burundais signalent que la situation s'aggrave davantage car la vie au Kenya devient de plus en plus chère. Ils ne savent plus quoi faire pour gérer l'argent qu'ils reçoivent, poursuivent-ils. Ce qui nous triste le plus, c'est habituellement, sans chiré kenyan n'achète ni un kilo de farine, ni un kilo de riz. La vie au Kenya est chère. Ici, au cas, c'est encore pur. Un kilo de riz de qualité moins cher s'achète à 150 francs. Le gouvernement kenyan devrait s'asseoir avec le HCR et voir ce qu'ils peuvent faire, sinon c'est la mort assurée. Ces réfugiés burundais du camp de Kakuma au Kenya demandent de l'aide avant qu'il ne soit trop tard et au gouvernement kenyan qui leur a donné l'exil de faire tout son possible avant qu'il ne commence d'enterrer ceux qui meurent de faim. Merci à toi, Danny Claire. Il a trouvé page gouvernance à présent, grogne des riziculteurs de la commune Lugombo, en province Cibitoke, suite à la décision de l'administrateur communal qui a ordonné la fermeture des conduits d'irrigation alimentant leurs champs. Cette autorité a justifié sa décision par le fait de vouloir déboucher ces conduits. Du côté des riziculteurs, leur souhait est qu'ils soient de nouveau opérationnels, car, disent-ils, ils enregistrent d'énormes pertes. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Ce riziculteur possède des champs de culture en zone Cibitoke, plus précisément sur la colline Kagazi. Les d'entre eux, qui s'est confié à la RPA, fait savoir qu'ils se servaient des caniveaux de la place pour irriguer leurs champs. Et depuis qu'il a été décidé de bloquer le passage à l'eau dans ces caniveaux, leurs plantes de riz commencent à sécher progressivement. Aidez-nous dans l'entretien de nos champs de riz qui nous assèchent faute de manque d'irrigation. Cela fait des semaines que les champs ne sont pas irrigués alors qu'ils en étaient au stade satisfaisant. On est allé demander des explications aux gens chargés de la distribution de cette eau, mais ces derniers nous ont dit que cette question est désormais entre les mains de l'administrateur. Ces riziculteurs ont supplié l'administrateur communal de revenir sur sa mesure, mais ce dernier aurait refusé en justifiant qu'il y a des travaux de redynamisation de ces caniveaux d'irrigation qui doivent d'abord prendre fin.
Il nous a dit d'attendre jusqu'à ce que tous les caniveaux soient retirés. Mais pour nous, ça sera trop tard car on ne pourra plus rien sauver vu que déjà les tiges commencent à faner. Que les administratifs fassent une descente pour constater les pertes qu'on est en train d'enregistrer juste pour les intérêts de quelques personnes. Pourtant, nous payons pour ces canalisations. On a même demandé qu'il y ait un système d'alternance, c'est-à-dire que ce canal soit fermé pendant ces travaux et que durant les 3 jours qui suivent, on nous laisse irriguer nos champs comme cela se faisait en commune d'Ihanga, mais ils ont carrément refusé. On ne sait pas ce qui se cache vraiment derrière cette décision. Ainsi, ce cultivateur parle des pertes qu'ils enregistrent suite à cette mesure administrative. Une pollution de 60 mètres, ces 60 mètres seront à 800 ou 900 000 francs burundais. Pour ce qui est des intrants de type FOMI, on peut utiliser 3 à 4 millions de francs burundais en fonction de la parcelle qu'on exploite, sans oublier les pesticides ainsi que la main-d'œuvre utilisée pour le salissage. C'est beaucoup trop d'argent. Au fait, le gouvernement veut nous faire perdre énormément d'argent et comme ça, il pourra s'emparer de nos biens hypothéqués dans des banques pour obtenir des crédits vu qu'on sera dans l'incapacité d'honorer nos engagements. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Gilbert Manirakiza, l'administrateur de la commune Rugombo, afin qu'il donne de plus amples éclaircissements. Eric Nyonzima de Cibitoke Cap Angodzi pour parler des lamentations des habitants de cette province du nord du Burundi, surtout des chauffeurs ayant payé les frais de validation de leur permis de conduire expiré après plusieurs mois d'attente de cette validation. Il précise qu'un document transitoire qui leur a été donné ne suffit pas, d'autant plus que ceux qui désirent voyager hors du Burundi avec leur véhicule peinent à le faire puisque ce document n'est valide qu'au Burundi seulement. Écoutons l'extrait d'un habitant de la province Ngodi qui s'est confié à la RPA. On passe l'examen pour obtenir un permis de conduire. Au Burundi, un permis de conduire a une validité de 5 ans. Après les 5 ans, on s'adresse au guichet unique situé au chef-lieu de la province Ngodi pour solliciter un permis authentique. On remet le permis original qui est expiré et on paie 100 000 francs burundais. Moi, je fais partie des gens qui ont payé ces frais au mois d'août, mais on attend toujours. Lorsqu'on demande à quand ce document sera disponible, on nous dit toujours d'attendre. Ça commence à m'inquiéter. Au fait, ils nous demandent de payer les 100 000 francs au guichet unique et de déposer le permis original. Quand ils constatent que ton permis original est enregistré dans la machine, ils te donnent un document qu'on utilise pendant la période d'attente, dit permis valide. C'est un simple papier format A4 qu'on imprime sur place et qu'on utilise uniquement au Burundi. Pourtant, il y a des chauffeurs qui sont obligés de traverser les frontières. Des fois, on a besoin de voyage. Le phénomène enfant en situation de rue est réapparu ces derniers jours au chef-lieu de la province Kayanza. Ces enfants circulent en petits groupes et en plus de consommer des stupéfiants, ils sont impliqués dans des vols opérés auprès des habitants de ce centre urbain. Ces derniers demandent au gouvernement d'en finir avec ce phénomène une fois pour toutes. Eric Nyonzima nous en dit plus. Ils sont visibles un peu partout dans la ville de Kayanza des enfants. Ils se déplacent en petits groupes. La consommation de boissons alcoolisées et d'autres stupéfiants est devenue une de leurs habitudes. À la tombée de la nuit, ils dorment dans les barzans des magasins et sont des fois dangereux. Ils attaquent les passants et les dépouillent de leurs biens. Ils consomment des boissons alcoolisées produits chez l'homme d'affaires nommé Ndori. Ces boissons appelées Kiki, ces boissons sont comme la boisson locale prohibée dite Kanyanga. Ils consomment aussi l'essence. La nuit, ils dorment dans des bazars, des magasins. Ils sont dangereux la nuit. Ils circulent dans des endroits où il y a de l'obscurité et ils volent surtout des téléphones. Ils circulent surtout dans de petits groupes.
La police ne cesse de faire des rafles pour tenter de les ramener dans leur famille, mais ils retournent dans la rue quelques temps après. Parfois, les policiers font un coup de filet pour les ramener dans les familles. Ils peuvent même les mettre dans les cachots. On les renvoie effectivement dans les familles, mais après quelques jours, ils retournent dans la rue. Les habitants de la ville de Kayanza demandent au gouvernement de trouver une solution durable à ce phénomène. Nous n'avons pas pu joindre Rémi Chichahayo, gouverneur de la province Kayanza, pour donner des éclaircissements. Les habitants du sud de la capitale Bujumbura et les autres localités avoisinantes s'inquiètent d'un éventuel manque d'un endroit où inhumer les leurs décédés, d'autant plus que le cimetière situé en zone Kanyosha de la commune Moura a été fermé récemment. Ils demandent aux autorités administratives de leur choisir un autre endroit non éloigné pour cette fin. Les détails avec Elvis Nyomungere. La mesure de la fermeture du cimetière de Ruziba, situé en zone Kanyosha, était prise il y a 2 mois et elle est appliquée depuis lors. Notre source indique que les habitants du sud de la capitale Bujumbura et les localités environnantes ne savent pas à quel se vouer parce qu'il est très difficile de trouver où enterrer le leur. Selon la même source, il n'est pas facile de trouver les moyens financiers d'aller à la cimetière de Manda, se trouvant en province de Bubanza. Il est très difficile pour des gens pauvres qui habitent dans ces quartiers de la périphérie d'aller enterrer les leurs à Manda. Il est aussi difficile de collecter entre 2 et 3 millions de francs burundais pour l'enterrement. À cause de cela, les morgues seront toujours pleines et on risque de manquer les places pour les autres corps parce que les familles vont craindre ces montants colossaux pour l'enterrement. Il arrivera aussi que les corps soient abandonnés dans les morgues parce que les gens auraient manqué les moyens pour l'enterrement de leurs. Depuis que ce cimetière de Ruziba a été fermé, les familles les moins nantis vont enterrer les leurs dans une localité appelée Mukalava, située en zone Migera. Cet endroit n'est pas du tout digne parce qu'il se trouve tout près des zones du lac Tanganyika, précise notre source. Pour les gens les plus pauvres, je dirais des indigents. Même s'ils vont les enterrer à Karava, zone Migera, c'est au bord du lac Tanganyika. Lorsque les eaux remontent et atteignent les tombes, certains corps seront déterrés. Les eaux de ruissellement venant de différents terrils se dirigent aussi sur ces tombes parce que le cimetière n'est pas éloigné de la route. Ces habitants du sud de la capitale Bujumbura et les localités environnantes demandent aux autorités de leur donner un autre espace non éloigné pour l'usage d'un cimetière. C'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. L'édition d'aujourd'hui se penche sur le dernier rapport Transparency International sur les indices de perception de la corruption. Le Burundi occupe la 162e place sur 180 pays. Au cœur de la société vous est présenté par Alexandrine Kiedza. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Selon l'indice de perception de la corruption 2023 établi par Transparency International, le Burundi se classe en 62e sur 180 pays, enregistrant un score de 20 sur 100 et figure parmi les 20 pays les plus corrompus de la planète, comme indiqué dans le rapport de Transparency International. En 2022, le Burundi occupait la 161e place, réalisant ainsi une progression de 9 places. Pour cette année, cette organisation s'est basée sur le fonctionnement des systèmes judiciaires des pays. Malgré cette avancée, les organisations œuvrant pour la bonne gouvernance estiment que d'autres actions doivent être menées pour lutter contre la corruption. Quelles sont ces actions? La réponse à cette question se trouve dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 3 février 2024. À la présentation, vous êtes avec Alexandrine Kiedza. Bienvenue.
Sur les 180 pays couverts par l'étude de Transparency International, le Burundi se classe à la 162e place au niveau mondial, le plaçant ainsi au 18e rang des pays les plus menacés par la corruption. En Afrique, le Burundi occupe la 5e place parmi les pays les plus corrompus, partageant cette position avec la République démocratique du Congo, les îles Comores et le Tchad. Dans la région de l'Afrique de l'Est, le Rwanda se positionne en première place des pays les moins corrompus, occupant la 42e position mondiale, suivi de la Tanzanie à la 87e place, du Kenya à la 126e place, de l'Ouganda à la 141e place. Le Burundi et la RDC partagent la 172e place, le Sud-Soudan est la 167e place, tandis que la Somalie reste le pays le plus corrompu au monde en se classant à la 180e place. Au sein de l'observation de lutte contre la corruption et les malversations économiques, on salue cette avancée du Burundi, même si elle n'est pas significative. Cependant, on déplore que le système judiciaire affiche toujours des failles pour sanctionner les auteurs de ce crime. Jean Douimana, porte-parole de l'OUCOM, exprime ses préoccupations. Nous avons remarqué que les pays, évidemment, ayant un système judiciaire fonctionnel correctement, a progressé et a de bonnes notes. Mais les pays ayant une note moyenne, ce sont des pays qui essaient d'investir dans le bon fonctionnement du système judiciaire. Nous avons remarqué que le Burundi a une note de 20%. C'est une mauvaise note suite aux ingérences dans le système judiciaire par rapport au pouvoir public. Nous avons trouvé que le Burundi et la RDC viennent presque en dernière position parce qu'ils partagent 20%. C'est-à-dire que ces pays n'ont pas d'un système judiciaire bien fonctionnel. Au Burundi, très récemment, dans ce rapport, on précise qu'on vient d'emprisonner plusieurs magistrats, alors que ce sont les magistrats qui assurent un bon fonctionnement judiciaire. Et le Burundi aussi n'a pas de système de répression des délinquants en matière de lutte contre la corruption. Parce que la loi portant répression des actes de corruption et la corruption n'est pas du tout efficace. C'est une loi qui se dirige vers les petits corrupteurs, les petits corrompus, et tout en ignorant les grands corrupteurs, les corrupteurs politiques. Selon Faustin Ndikumana, directeur national de la PARSEM, la justice burundaise ne peut pas réprimer la corruption sans le soutien d'institutions spécialisées. La corruption dans un pays, c'est comme un ennemi qui attaque un pays. Or, pour combattre un ennemi, pour mener une guerre contre un ennemi, il faut une stratégie, il faut un plan de guerre. Il faut des armes suffisantes. Il faut des actions concrètes, des plans pour combattre l'ennemi. Pour le cas présent de la lutte contre la corruption, le plan de guerre, c'est la stratégie. C'est une stratégie nationale de lutte contre la corruption qui doit être bien élaborée et pour guider la lutte contre la corruption dans un pays, pour déterminer le rôle de chaque partenaire dans cette lutte. Il y a les armes, c'est la loi, des institutions fortes, indépendantes, avec des actions de prévention qui sont là pour prévenir les actions de corruption dans différents secteurs de la vie nationale. Le cadre légal de lutte contre la corruption, actuellement la loi anticorruption, on l'avait qualifiée de lacunaire, même elle est ignorée. Et il faut aussi les institutions, la Cour des comptes, l'inspection générale de l'État ou différentes inspections des ministères, ils n'ont pas assez de force pour frapper fort contre ce fléau. L'indépendance au niveau du fonctionnement, les moyens humains, matériels, tout sera artère le résultat. La justice ne peut pas réprimer la corruption sans institutions spécialisées. Et en classe, les brigades anticorruption, la cour, les parquets spécialisés dans la lutte contre la corruption. Et l'exemple de ces institutions renforce l'action de la justice. Mais actuellement, ces institutions aussi n'ont pas suffisamment de force. Il y avait même une tentative de les supprimer, vous le savez.
Transparency International a appelé dans ce rapport les gouvernements à donner au système judiciaire l'indépendance, les ressources et la transparence nécessaires pour punir efficacement tous les délits de corruption et assurer l'équilibre entre les instances au pouvoir. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Alexandre Nkeda. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 3 février 2024 s'achève. Merci aux collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Éloge Divin Remecha qui vous présentait ce journal. Je vous souhaite un excellent week-end.